Dans la nuit du 7 février 2006, un père de famille américain se retrouve face à l'une des scènes d'horreur les plus cauchemardesques de sa vie. Sa fille est là, statique, dans la pénombre de la pièce, un long couteau dans le prolongement du bras. Elle ne prononce pas le moindre mot, n'opère pas le moindre geste. Elle semble se trouver dans une sorte d'état catatonique, comme si elle n'avait plus tout à fait conscience de la réalité. Mais surtout, elle se tient debout au-dessus du corps sans vie de sa mère, qu'elle vient de poignarder plus d'une 30aine de fois. Il manque cependant un dernier détail essentiel pour bien visualiser la scène. Vous voulez savoir lequel ? La petite n'a que 12 ans. À présent, vous ressentez certainement un mélange d'effroi glaçant, mêlé à une incompréhension indéchiffrable, en vous demandant comment une fillette peut bien en arriver à massacrer celle qui lui a donné la vie. Eh bien, restez jusqu'à la fin de cette histoire car vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle enquête criminelle, difficilement descriptible, alors je ne vais pas vous la décrire et je vais me contenter de vous la raconter. Bon, juste avant, vous commencez à avoir l'habitude, si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire en vous abonnant, et en likant cette vidéo, c'est juste là, et je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Tamara Donnell Burns, ou plus simplement Tammy, est une mère de 41 ans qui vit à Pierre, la capitale de l'État du Dakota du Sud. Bon, quand on parle de capitale, on imagine généralement une ville immense, qui fourmille de vie et dans laquelle il y a toujours quelque chose à faire. Mais il faut savoir qu'avec ses 14 000 habitants, Pierre est l'une des moins peuplées du pays. Évidemment, on est loin d'un petit village perdu au fond du Cantal. Mais à l'échelle des États-Unis, tout est différent. Et finalement, on n'est pas loin du petit village au fond du Cantal. Surtout, ce détail est loin d'en être un aux yeux de Tammy, qui redoutait plus que tout de quitter la ville de Billings, la plus grande ville du Montana, avec ses 120 000 habitants, et où elle se sentait parfaitement heureuse. Donc oui, à côté, Pierre, c'est un peu la campagne. Disons-le franchement, c'est à reculons qu'elle a fini par accepter de se déraciner du lieu où elle avait noué de très belles amitiés, et qui, de plus, ne se situait qu'à quelques heures de route du reste de sa famille. C'était pourtant sans savoir quel funeste destin l'attendait dans le Dakota. Alors, qu'est-ce qui a bien pu pousser cette mère à prendre la décision qui allait lentement mais inéluctablement la conduire à sa propre mort? Pour le comprendre, il est essentiel de savoir qui était Tammy Ray. Petite fille joviale, sportive et très sociable, elle grandit dans la petite commune de Lander, un magnifique écrin de verdure niché dans les montagnes du Wyoming. Au lycée, elle se fait bon nombre d'amis grâce au volleyball, qu'elle pratique à un niveau intensif. En plus, elle est connue de tous pour être quelqu'un de très franc, avec un caractère affirmé, mais toujours tourné vers les autres. Tammy ne se laisse pas marcher sur les pieds, et ne se gêne pas non plus pour voler au secours d'autres camarades qui sont la cible de harcèlement ou de moquerie. C'est aussi une jeune fille pour qui les valeurs familiales sont primordiales. Elle est d'ailleurs tout aussi proche de ses deux sœurs, Holly et Rachel, que de ses parents, Bonnie et Dawn, avec qui elle partage tout son quotidien de lycéenne, puis plus tard de jeune adulte. Et ce, même lorsque l'envie d'aller voir du pays devient si pressante qu'elle décide de faire ses valises et de s'installer dans le Montana. Plus de 4 heures de route séparent à présent Tammy du reste de sa chère famille. Mais ce n'est pas vraiment un obstacle lorsque l'on vit aux États-Unis. Et ça n'effraie pas non plus la jeune femme en quête d'aventure et d'indépendance qui revient très régulièrement rendre visite à ses proches. Elle ne change pas pour autant ses bonnes habitudes. Tous les matins, sans exception, sa mère et elle s'appellent au téléphone pour parler de tout et de rien, et se confier l'une à l'autre. Et puis, la douleur de la séparation est tout de même un peu atténuée par le fait que Rachel, l'une des deux sœurs de Tammy, vit déjà depuis quelque temps à Billings. Ainsi, les jeunes femmes peuvent passer une grande partie de leur temps libre ensemble, à flâner et à profiter des diverses activités qu'offre Billings, ce qui leur permet de conserver un lien familial très fort. Justement, depuis quelques jours, Rachel, qui exerce le métier de serveuse, lorgne d'un œil intéressé sur l'un de ses collègues, un certain Brad Ray. Plutôt mignon, discret et gentil, elle le verrait très bien au bras de sa sœur. Elle organise donc une rencontre entre Brad et Tammy. Et force est de constater qu'elle ne s'est pas trompée. Le courant passe immédiatement entre le beau serveur et la jolie brune. C'est très vite l'amour fou dans le couple, qui vient un bonheur totalement inattendu, et basé sur la seule intuition de Rachel, qui s'est soudain mise à penser que Brad et Tammy, ensemble main dans la main,
Ça ferait une jolie carte de vœux pour les fêtes de fin d'année. Tammy en a de la chance. Elle n'a même pas eu besoin de passer par Tinder et recevoir des propositions de plan à 3 avec un singe par des charognards au bout de 2 messages pour trouver l'homme de sa vie. Toujours est-il que le sérieux, la gentillesse et le côté acharné de travail de son beau serveur plaisent beaucoup à Tammy. Bien loin d'être du genre à cumuler les relations sans lendemain, elle s'imagine plutôt la bague au doigt. Et ça tombe bien. Brad est justement le genre d'homme avec lequel elle rêverait de se marier. C'est chose faite, à peine 1 an plus tard, lors d'une célébration extrêmement joyeuse, devant toute la famille et les amis du couple, que l'on destine à un avenir baigné de bonheur. La jeune femme originaire du Wyoming accomplit l'un de ses rêves de petite fille, en adoptant le nom de celui qui est désormais son mari, Brad Ray. La vie ne tarde pas à faire une autre surprise aux amoureux, qui n'ont pas encore eu le temps de descendre de leur petit nuage, puisqu'ils ont la joie d'accueillir leur premier enfant en avril 1993. Une petite fille, en parfaite santé, qu'ils décident d'appeler Hailey. Tammy n'imagine pas comment elle pourrait être plus heureuse qu'à cet instant. Elle, qui est si proche de sa famille, rêvait en effet de devenir mère à son tour, et elle n'espérait pas que ce jour arrive si tôt. Le bonheur est total chez les Ray, qui chouchoutent leur nouveau-né avec amour et dévotion. Complètement gaga de ce petit être si fragile et innocent. Oui, c'est le même petit être fragile et innocent dont on a parlé en introduction, et qui semble être devenu un monstre démoniaque en l'espace de quelques années. Mais vous allez bientôt comprendre. Pour le moment, la petite Hailey est un bébé bonheur, et c'est tout. Choyée par sa mère qui en est folle, mais aussi par son père, tout du moins au départ, car c'est à partir de ce moment-là que le ciel bleu de la parfaite petite famille va commencer tout doucement à se charger de nuages bien plus sombres et menaçants. Pour le moment, Tammy profite d'une vie idyllique. Mère au foyer, elle se consacre entièrement à la petite Hailey avec qui elle est très fusionnelle, partageant le reste de son temps entre les tâches de la maison, les activités de loisirs et les moments plus calmes avec son mari. Ce dernier se satisfait aussi pleinement de la situation, car en attendant, il peut se donner corps et âme à son emploi au sein du célèbre centre commercial Walmart. Rappelons que Brad ne vit que pour le travail, alors il est plutôt content de rentrer le soir et de ne pas avoir à se soucier de ce qu'il devrait faire pour le dîner. Malgré tout, lui aussi apprécie les petites virées en famille chez les parents de Tammy, ou lorsqu'ils partent tous les trois camper dans la nature certains week-ends. Il parvient même à s'octroyer quelques pauses pour emmener sa fille à la pêche ou en promenade dans la nature, partageant avec elle de précieux instants de complicité. Vous vous dites sans doute que c'est un père exemplaire, qui nourrit sa famille et prend plus le temps d'être présent pour sa petite fille, ce qui est plutôt vrai à ce moment de leur histoire. Le souci, c'est qu'en dehors de cela, il délaisse complètement sa femme, Tammy, dont il ne semble même plus se soucier. Il ne lui demande plus comment elle va, ne s'inquiète pas de savoir si elle est heureuse, et la regarde à peine. Or, un couple ne fonctionne pas sur de l'acquis. L'un et l'autre doivent consentir un minimum d'efforts pour entretenir leurs sentiments, se témoigner de l'affection et se réserver du temps à deux. Si vous ne montrez pas à votre conjoint qu'il compte toujours à vos yeux, il risque de finir par se sentir abandonné ou mal aimé. En tout cas, c'est comme ça que ça marche dans les Sims. Et c'est exactement ce qu'il se passe pour Tammy, qui commence à être de plus en plus malheureuse à mesure que son mari se désintéresse d'elle. Elle a l'impression que tout ce qui compte à ses yeux se résume en un seul mot, le travail. Elle ne croit pas si bien dire, car Brad a quelque chose à lui annoncer à ce sujet. Une nouvelle qui l'enchante au plus haut point. Son employeur vient en effet de lui offrir une promotion pour passer au poste d'assistant de direction. Vu le dévouement quasi religieux que le père de famille porte à son emploi, en même temps, ce n'est pas vraiment étonnant. En soi, Tammy n'a rien contre le fait que son mari grimpe les échelons. Elle en est même heureuse pour lui. Mais il y a une contrepartie. Pour obtenir ce nouveau poste, toute la famille va devoir déménager à plus de 7 heures de route de Billings et s'installer dans ce trou paumé qu'est Pierre, cette petite ville perdue dans le Dakota du Sud. C'est un tremblement de terre pour la jeune mère, qui ne se voit pas quitter le Montana où elle a tous ses repères, ses amis et où elle a eu le temps de bien s'intégrer. D'ailleurs, Pierre, c'est justement le genre d'endroit où elle a grandi et qu'elle avait hâte de quitter, pressée de vivre le quotidien bien plus animé et excitant d'une grande ville telle que Billings. En plus, cela signifierait quitter sa sœur, Raquel. Et puis, si elle déménage à Pierre, elle ne sera plus seulement à 4 heures de route de chez ses parents, mais à plus de 11 heures, ce qui change définitivement la donne. Terminé les week-ends en famille.
les après-midi en visite express dans le Wyoming, et les longues soirées barbecue avec les oncles et les tantes. Avec un peu de chance, ils pourront encore se voir quelques fois dans l'année, mais cela n'a rien de comparable. Ça voudrait donc dire que la petite Hailey ne verrait plus ses grands-parents qu'à l'occasion des fêtes de fin d'année, de Thanksgiving ou d'autres événements importants. Et cette seule pensée brise le cœur de Tammy. Elle qui était tellement heureuse de rester si proche de ses parents et de ses 2 sœurs. Malgré tout, en voyant à quel point Brad est heureux à l'idée d'obtenir ce poste d'assistant de direction, et au vu de l'importance que son travail revêt aux yeux de son mari, elle finit par accepter l'idée déchirante de déménager dans le Dakota du Sud. C'est la mort dans l'âme que la jeune femme boucle ses valises et tourne une dernière fois la clé dans la serrure de leur appartement de Billings, direction Pierre. Sur le trajet qui les éloigne du Montana, c'est clairement 2 salles, 2 ambiances. La petite Hailey est encore trop jeune pour comprendre ce qu'il se joue. Mais côté passager, Tammy retient ses larmes avec peine. Tandis que, côté conducteur, Brad est en train de danser la lambada. Voilà comment en 2004, malgré tout ce que cela lui coûte, Tammy finit par atterrir dans cette ville, dont elle ne connaît rien ni personne, loin de ce qu'elle aime, et dans laquelle elle sent déjà qu'elle ne sera pas à sa place. Ce qu'elle est alors très loin d'imaginer, c'est qu'elle ne quittera plus jamais cet endroit, car c'est ici qu'elle va être sauvagement assassinée 2 ans plus tard. Ce qui est certain, c'est qu'à Pierre, les choses se déroulent exactement comme prévu. Brad pense, vit et respire Walmart. Il travaille de nuit comme de jour, sans compter ses heures, ce qui semble le ravir. En fait, il passe tellement de temps au bureau qu'il ne prend même plus quelques instants pour partager des activités avec sa fille, comme il le faisait à Billings. Au lieu de cela, quand il sent qu'elle a envie de passer un peu de temps avec lui, il l'emmène tout simplement sur son lieu de travail. Donc on assoit la petite sur une chaise durant 4 heures, pendant qu'elle regarde sagement papa travailler. C'est sûr que ça forge un lien père-fille. En attendant, Tammy, elle, est de plus en plus malheureuse. Brad n'est plus qu'un fantôme dans sa vie, jamais présent que ce soit physiquement ou sur le plan affectif. D'ailleurs, le couple auparavant si amoureux fait désormais chambre à part. À cela viennent s'ajouter un lourd sentiment de solitude ainsi que le manque terrible de ses parents et de ses sœurs, de qui elle s'est drastiquement éloignée. Heureusement, Hailey est toujours un vrai rayon de soleil qui illumine les jours grisâtres de sa mère. Et alors qu'elle devient plus indépendante en faisant son entrée au collège, celle-ci songe qu'il est peut-être temps de se mettre à la recherche d'un emploi. Quelques mois après leur arrivée dans le Dakota du Sud, elle n'en peut déjà plus de cette solitude infernale et rêve de retrouver du lien social. Heureusement, elle peut enfin souffler et voir l'avenir d'un nouvel œil lorsqu'elle décroche un emploi de vendeuse de chaussures au sein de l'enseigne Kmart. Ce travail est une véritable bouffée d'oxygène dans la vie de la jeune femme. Elle s'y plaît beaucoup, se change les idées et apprécie énormément ses nouveaux collègues avec qui elle commence à se lier d'amitié. Mais l'un d'eux en particulier lui plaît bien plus que les autres. Vous vous y attendiez, hein. Il s'appelle Brian Clark et pour être tout à fait exact, il est le supérieur hiérarchique de Tammy. En outre, lui aussi aime beaucoup la nouvelle venue. Tous deux entament une belle relation d'amitié qui se transforme peu à peu en une liaison extra-conjugale. Le seul souci, c'est que tout comme sa maîtresse, Brian est un homme marié et père de famille. Et il lui fait clairement comprendre qu'il n'a aucunement l'intention de se séparer de sa femme pour le moment. Il tient absolument à ce que cet adultère reste secret. Seulement, si Brian veut éviter à tout prix que sa femme ne soit au courant de leur petit rendez-vous intime, Tammy, elle, n'a jamais été du genre à inventer des histoires. En plus de cela, elle est bien trop heureuse de se sentir à nouveau aimée pour cacher cette nouvelle à sa famille. C'est ainsi que pendant les fêtes de Noël 2005, alors qu'elle est seule en visite chez ses parents, elle leur dévoile avec excitation qu'elle a fait une rencontre bouleversante et qu'elle est de nouveau amoureuse. Se vanter d'être la maîtresse d'un homme marié, c'est sûr que ça peut faire bizarre. Mais il faut bien comprendre à quel point la mère d'Hailey se sent triste et déprimée auprès de Brad. En réalité, elle avait déjà l'intention de le quitter depuis longtemps, mais attendait de pouvoir s'assumer financièrement afin de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille, dont elle compte demander la garde. La famille de Tammy réagit plutôt positivement à cette annonce. Ils avaient bien remarqué eux aussi qu'elle souriait moins qu'avant, et qu'elle semblait profondément déprimée dans son mariage actuel. Tout ce qui compte à leurs yeux, c'est qu'elle soit heureuse. Et le fait de la voir à nouveau si pétillante leur suffit amplement. Si elle se sent mal auprès de Brad,
elle a raison de demander le divorce, en espérant bien sûr que sa liaison avec Brian finisse un jour par devenir une vraie relation saine et assumée des deux côtés. Encouragée à faire enfin ses propres choix pour son bien à elle, Tammy les informe qu'elle va demander le divorce dès qu'elle sera de retour à Pierre. Mais aussi, par honnêteté et dans l'intention d'être totalement transparente, elle va révéler à Brad avoir rencontré quelqu'un d'autre. C'est la dernière fois que ses sœurs et ses parents fêteront Noël avec elle. 2 mois plus tard, elle rassemble tout son courage pour avouer à son époux tout ce qu'elle a sur le cœur. La vraie raison qui l'a poussée à prendre cet emploi au Kmart, sa liaison avec un autre homme, sa volonté d'obtenir la garde d'Hailey et aussi de conserver la maison. Elle ne lui cache strictement rien. Face à ce discours, Brad tombe des nues. On peut même dire qu'il se prend l'équivalent d'une sacrée claque, car il était loin, mais alors vraiment loin, de se douter que sa femme était si malheureuse. En même temps, c'est difficile de voir venir quoi que ce soit quand on passe 3 minutes par jour à la maison. En fait, Brad se souciait tellement peu de l'état de son mariage qu'il pensait que tout allait bien, et que tout le monde était content comme ça, quand bien même il ne partageait plus le même lit depuis déjà un bon moment. Quoi qu'il en soit, Tammy a pris sa décision. Elle veut le meilleur pour elle, mais aussi pour sa fille Hailey, alors âgée de 12 ans. À qui elle explique avec des mots appropriés ce qu'il va se passer dans les semaines et les mois à venir. Sûre d'elle et déterminée, la mère de famille a l'impression qu'une vie merveilleuse et pleine de promesses s'ouvre à nouveau devant elle. Sauf que le destin semble en avoir décidé autrement, car à cet instant précis, soudain, elle disparaît. Début février, mère et fille passent toute l'après-midi ensemble. Tout comme Tammy à son âge, Hailey est déjà passionnée par le sport, et elles se rendent toujours toutes les deux aux entraînements de volley-ball de la fillette. Après quoi, elle profite d'un peu de temps libre pour faire les magasins, puis rentre à la maison. Une journée somme toute normale et très agréable pour les filles. Sauf que le lendemain matin, alors qu'elles devraient être en train de préparer le petit déjeuner avant de partir au travail, la mère de famille n'est pas chez elle. Hailey et Brad sont seuls dans la maison, plongé dans une ambiance étrange et indéchiffrable. Mais plus important encore, ce matin-là, il y a un rituel très précis auquel Tammy déroge pour la toute première fois. Passer le coup de fil habituel à Bonnie, sa mère. À Lander, dans le Wyoming, c'est l'inquiétude qui s'installe. Les minutes passent, et ça peut paraître exagéré de s'alarmer si vite, mais l'appel entre Tammy et sa mère est établi comme cela depuis des années, à une heure précise. Et jusque-là, ni l'une ni l'autre n'a jamais manqué ce rendez-vous si précieux. Or, Bonnie n'a toujours pas reçu le moindre message ou appel de sa fille. C'est tout simplement la première fois que cela arrive depuis qu'elle a quitté le nid. Et forcément, cela fait naître un sentiment d'angoisse qui ne trouve aucune réponse. Le portable de la mère de famille n'est pas éteint. Il a visiblement de la batterie et du réseau. Mais personne ne décroche. Bonnie prend alors la décision de contacter l'employeur de Tammy, à Pierre, afin de savoir si elle est bien présente à son poste. On lui répond par la négative. Elle ne s'est pas rendue au travail aujourd'hui. Cette information ne fait qu'accentuer un peu plus le stress ressenti par Bonnie, qui demande alors s'il serait possible de parler à Brian, cet homme dont sa fille leur a si longuement parlé 2 mois auparavant. Au téléphone, Brian ne s'explique pas non plus cette absence. Même son de cloche du côté d'Hailey, que sa grand-mère contacte par le biais de son école. La petite n'a pas de nouvelles depuis la veille. Et du haut de ses 12 ans, c'est tout ce qu'elle sait. Bonnie sent à présent que quelque chose ne tourne pas rond. Ces mystères, ces questions sans réponse, l'incapacité de joindre sa fille, ce n'est tout simplement pas normal. Elle rappelle alors Brian au Kmart pour lui demander son aide. Celui-ci semble tout de suite prendre les choses très au sérieux. Peut-être même trop. En effet, pour l'instant, la jeune femme n'a encore qu'1 heure de retard, ce qui pourrait s'expliquer de 1000 façons. Ce n'est pas comme si elle n'était pas venue au travail depuis 2 semaines. Pourtant, Brian décide d'appeler immédiatement le 911 pour signaler la disparition de Tammy. Ça sonne un peu alarmiste, mais attendez de savoir ce qu'il va annoncer à l'opérateur des secours. Ma collègue n'est pas venue au travail ce matin. Je suis sûr que son mari l'a tuée. Waouh, la bombe est lâchée. Forcément, une information comme ça motive un peu plus les forces de l'ordre, qui prennent tout de suite des mesures pour investiguer et tenter de comprendre ce qu'il se passe. Alors que si Brian s'était contenté de déclarer « Je m'inquiète, ma collègue a 1 heure de retard au travail », vous imaginez bien que la suite des événements aurait été nettement différente. Seulement, ce n'est pas dans le but de faire bouger les choses que l'amant de Tammy a choisi d'annoncer directement la couleur à son interlocuteur, mais bien parce qu'il est convaincu à 100%
100% de ce qu'il avance. La raison est d'ailleurs plutôt valable. Elle venait tout juste de lui annoncer qu'elle avait l'intention de divorcer, mais aussi qu'elle avait une liaison extra-conjugale. C'est sûr qu'il y a de quoi avaler son café de travers. Cela signifie-t-il pour autant que le père Daly ait décidé d'éliminer la femme qu'il a tant aimée, la mère de sa fille? Bon, si vous êtes abonné de la chaîne, oui, c'est une raison suffisante, on le sait tous. En l'état, c'est une accusation très sérieuse, et qui nécessite d'être traitée dans les plus brefs délais. Les policiers foncent donc jusqu'au travail du suspect pour l'interpeller, et lui poser quelques questions. Encore une fois, celui-ci tombe de haut, choqué de voir ces hommes en uniforme débarquer pour l'interroger au sujet de sa femme supposément disparue. Décidément, la vie est pleine de surprises pour ce cher Brad. Cependant, il ne se démonte pas et répond poliment aux agents qui finissent par se demander ce qu'ils font là, face à cet homme qui a tout, sauf le profil d'un assassin. Pour rassurer les policiers, Brad prend même l'initiative de les accompagner chez lui. Là, ils pourront faire un tour de la maison, fouiller tout ce qu'ils veulent, et ils verront bien qu'il n'y a aucun souci à se faire. Ah, ça pour voir, ils vont voir. Car si l'intérieur de la maison ne présente effectivement pas le moindre intérêt pour les policiers, qui la trouvent ordonnée, propre et sans le moindre élément suspect, le garage leur réserve une sacrée surprise. À l'intérieur de celui-ci se trouve le véhicule de Tammy, un 4x4 Dodge noir, qui, à première vue, semble complètement normal. Sauf qu'en s'approchant un peu plus du côté passager, les agents réalisent que du sang frais est en train de goûter lentement par l'interstice de la portière. Les policiers se tournent d'un bloc vers Brad, qui, comme par magie, se met soudain à suer à grosses gouttes. Malgré tout, il jure qu'il ne sait pas d'où ce sang peut provenir. L'un des deux représentants de la loi ouvre donc la portière par laquelle le liquide rougeâtre s'échappe, et une très forte odeur de javel lui saute au nez, signe indéniable que quelqu'un a visiblement tenté de nettoyer l'intérieur du 4x4. Sauf que le ou la responsable a dû en avoir assez de frotter durant des heures, car le siège passager et la moquette sont encore imprégnés d'une quantité phénoménale d'hémoglobine. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un ou quelque chose a perdu la vie dans cette voiture. Mais s'agit-il de Tammy? En attendant le résultat des analyses ADN, Brad Ray est conduit au poste de police afin d'être interrogé. Plutôt confiant, il déclare que selon lui, sa femme n'a pas du tout disparu, mais s'est enfuie avec son amant. Une affirmation dont il a aussi fait part à sa fille. Mais le père Daly ne se contente pas de suppositions. Il prétend avoir été témoin du départ de Tammy la veille, lorsqu'il a été tiré du sommeil par un bruit de moteur devant chez eux, vers 1h du matin. Je vous rappelle que le couple fait alors chambre à part depuis longtemps, ce qui aurait effectivement pu permettre à la mère de famille de partir sans alerter personne. Quoi qu'il en soit, Brad, lui, est bien réveillé. Et par la fenêtre de sa chambre, il aperçoit celle qu'il aime sortir de la maison en catimini, se faufiler dans une voiture qui l'attendait, puis partir. Fou de colère et de jalousie, le mari bafoué admet qu'il décide alors de sauter dans le 4x4 de sa femme et de prendre la fameuse voiture en chasse. Tout cela dans le but de découvrir l'identité de son rival. Malheureusement pour lui, le Dodge tombe en panne en pleine filature, ce qui met un terme à sa petite virée nocturne et l'oblige à s'arrêter. Une fois le véhicule de nouveau en état de rouler, il rentre chez lui, gare le 4x4 dans le garage et promet qu'il n'y a plus touché depuis cet instant. Brad a d'ailleurs de quoi prouver ses dires. Tandis qu'il avait les mains dans le moteur, en plein milieu de la nuit, une patrouille de police est en effet passée près de lui par hasard et l'a contrôlé. Ce qui est vérifié. Brian, l'amant de Tammy, est lui aussi entendu par les inspecteurs en charge de l'affaire et admet qu'il a bien retrouvé sa maîtresse la veille. Mais il réfute être passé la prendre chez elle vers 1h du matin, arguant qu'il est retourné auprès de sa femme et de ses filles à 19h et qu'il n'a plus bougé de la nuit. L'affaire commence à devenir nettement plus complexe. Quelqu'un ment forcément. En tout cas, jusqu'à ce que les analyses prélevées dans le 4x4 ne reviennent au poste de police, ce qui va définitivement marquer un tournant dans cette histoire. En effet, ce sang appartient bien à Tammy, et la quantité impressionnante retrouvée dans son véhicule ne laisse aucun doute quant au fait qu'ils ne sont désormais plus à la recherche d'une personne disparue, mais d'un cadavre. Les enquêteurs commencent à se demander si Brad n'aurait pas assassiné son épouse avant de la transporter dans sa propre voiture pour aller se débarrasser de son corps quelque part dans la nature. Il avait un mobile, mais aussi les moyens de commettre ce crime. Comme il sent le vent tourner, il se plaint et marmonne qu'il a hâte que le cadavre de sa femme soit retrouvé pour que l'ADN du vrai coupable puisse l'innocenter. Il n'est pas pressé de trouver l'assassin de son épouse pour le voir finir ses jours derrière les barreaux,
ou même pour découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé. Non, non, lui, il veut juste qu'on lui fiche la paix avec cette histoire. Cette petite remarque choque les enquêteurs qui notent bien dans un coin de leur tête que l'homme ne semble pas si attaché que cela à la mère de son enfant. Seulement, ils ont appris à ne jamais tirer de conclusions trop hâtives. Avant d'accuser formellement qui que ce soit, il faut retrouver le corps de la pauvre Tammy, qui pourra sûrement fournir de précieux renseignements à l'enquête. De très gros moyens sont déployés dans le secteur pour tenter de découvrir où peut bien se trouver la jeune femme. Chiens, policiers, hélicoptères, secouristes, tous battent la campagne et les forêts sans relâche pendant de longues heures. Et le travail paie, car seulement 2 jours plus tard, un pilote de la garde nationale repère le corps d'une femme nue, abandonnée dans un bosquet à 16 km environ de la ville de Pierre, près du barrage d'Oahi. Sans surprise, l'identification confirme qu'il s'agit bien de Tammy, et que sa mort est le fruit d'un meurtre particulièrement horrible. Elle a reçu pas moins de 37 coups de couteau avant d'être égorgée. Les enquêteurs ont à présent la certitude que la cause de cette mise à mort est à chercher dans le triangle amoureux qu'elle formait avec Brad et Brian. À leurs yeux, le mobile se trouve probablement du côté du mari trompé. Mais il se pourrait aussi que l'amant, qui craignait plus que tout que sa liaison ne soit découverte, ait commis ce meurtre pour se protéger. Pour autant, aucun des 2 suspects n'a le profil d'un meurtrier capable d'une telle boucherie. De plus, après avoir passé les habitations de chacun d'entre eux au luminol, un révélateur de traces de sang, les policiers ne trouvent rien qui leur permette de définir une potentielle scène de crime. Et franchement, il est quasiment impossible d'échapper à cet agent chimique. Impossible donc aussi de déterminer où la victime a été tuée. Peut-être est-ce dans le 4x4, qui est pour sa part gorgé de sang du sol au plafond. Mais les coups de couteau auraient sans aucun doute déchiré et entaillé le siège passager. Et puis, dans la plupart des enquêtes pour meurtre, les véhicules servent de moyen de transport, pas de lieu d'exécution. Par ailleurs, tant Brad, le mari, que Brian, l'amant, possèdent un alibi. Pour le premier, c'est Hailey, 12 ans. Qui confirme que son père et sa mère étaient présents à la maison le soir où Tammy se serait enfuie avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'on lui demande si ses parents se sont disputés ce soir-là, elle secoue la tête. Pas de dispute, pas de cris, rien d'autre qu'une soirée normale. Un récit qui tend à accréditer la version du mari. De son côté, Brian dit être rentré chez lui à 19h et être resté chez lui toute la nuit. Ce que sa femme confirme. L'enquête semble dans l'impasse. Mais une lettre, adressée aux enquêteurs chargés de résoudre le meurtre de Tammy, va soudain tout relancer. Dans ce courrier manuscrit, un certain cousin de Brad, qui souhaite rester anonyme, explique aux policiers que le véritable coupable ne serait autre que Brian, l'amant. Selon ses dires, il se serait confié à lui et lui aurait tout raconté dans les moindres détails, jusqu'à mentionner certains aspects du crime très choquant. Toujours selon ce fameux cousin, Brian aurait abusé sexuellement de Tammy avant de la poignarder. Plus précisément, il serait un adepte de la sodomie et aurait usé de cette pratique pour agresser sa maîtresse. Ce faisant, il aurait oublié son préservatif à l'intérieur de sa victime. Si cette accusation s'avérait vraie, cela pourrait constituer une preuve de culpabilité irréfutable. Mais les enquêteurs restent sceptiques à la lecture de ces lignes censées innocenter le mari de la victime, qu'ils pensent alors être le vrai coupable. Toujours est-il que le médecin légiste, chargé de l'autopsie, n'avait effectivement pas poussé ses recherches jusqu'à cette partie du corps de Tammy, dans laquelle il retrouve effectivement un préservatif usagé. Il est malheureusement impossible d'y prélever un ADN exploitable à cause de la dégradation du corps, mais en tout cas, seul le tueur pouvait être en possession de cet élément. À première vue, cette lettre anonyme viendrait donc d'apporter une résolution à l'affaire. Brian, l'amant, serait en réalité un pervers extrêmement violent qui aurait tué sa maîtresse, soit lors d'une pulsion meurtrière pendant un jeu sexuel, soit parce qu'elle avait exprimé sa volonté de mettre son épouse au courant de leur relation. Bien sûr, Brad, le mari, aurait pu être l'auteur de cette lettre qui place toutes les charges sur son rival. Sauf qu'au moment où les enquêteurs reçoivent le courrier, il se trouve en détention provisoire, ce qui règle d'office la question. Oui, mais il y a un mais. L'instinct des policiers leur murmure que toute cette histoire est trop grosse pour tenir debout, et que le premier suspect est bel et bien leur homme. Seulement, dans ce cas, comment aurait-il pu leur faire parvenir cette lettre? En examinant les visites qu'il reçoit en prison, il découvre que le frère jumeau de Brad, nommé Brett,
s'est rendu de nombreuses fois au parloir. Cet élément éveille aussitôt leur intérêt, car le détenu aurait tout à fait pu donner des instructions à son complice pour que celui-ci agisse à sa place. Eh bien, c'est exactement ce qu'il s'est passé. Voilà donc la vérité. Le mari de Tammy a demandé à son frère de transmettre une lettre au policier, en lui indiquant précisément quoi écrire. Et là, ça change tout, car cela signifie qu'il était loin d'ignorer, comme il le prétendait, l'identité de l'amant de sa femme. En réalité, il était parvenu à écouter l'une des conversations téléphoniques passées entre Tammy et Brian, et avait ainsi pu recueillir cette précieuse information. En les espionnant, il a réussi à récupérer un préservatif usagé après l'un des rapports entre sa femme et son amant, un objet dont il comptait se servir depuis le début pour faire accuser Brian à sa place lorsque le cadavre de Tammy serait découvert. Le plan était parfaitement et diaboliquement élaboré. D'après les enquêteurs, Brad a tué sa femme la nuit de sa disparition. Et pour cela, il a méticuleusement préparé le lieu de son futur crime en plaçant d'épaisses serviettes ainsi qu'une bâche sous le draps du lit. Une fois sa fille et sa femme profondément endormies, il s'est rendu dans la chambre de cette dernière et l'a poignardée plus d'une dizaine de fois. L'attaque a été si rapide et si violente que Tammy n'a même pas eu le temps de crier, raison pour laquelle Hailey n'a rien entendu. Après ça, il a placé le préservatif usagé dans le corps de sa victime et a traîné son cadavre dans son 4x4 pour aller le jeter au nord de la ville, dans un bosquet d'arbres. Les policiers expliquent l'absence de traces de sang dans la chambre de Tammy par le fait qu'elle aurait été poignardée à travers la couverture, ce qui aurait essuyé la lame du couteau à chaque coup porté et évité les éclaboussures sur les murs. Les preuves de la culpabilité du mari se mettent à pleuvoir. Non seulement son jumeau, Brett, accusé de complicité, accepte de témoigner contre lui et fournit aux autorités le brouillon de la lettre, mais en plus de cela, selon d'autres indications données par Brad à son frère, on retrouve un grand sac caché près d'un point d'eau, contenant une bâche en plastique, des serviettes, ainsi que les vêtements que portait Tammy le soir de son meurtre, le tout complètement imbibé de son sang. Le mobile n'est pas à chercher très loin. En cas de divorce, Brad risquait de tout perdre. Sa maison, sa fille et beaucoup d'argent. Une éventualité insupportable conjuguée à son orgueil blessé et qui l'ont mené à commettre l'irréparable. Voilà pour la théorie exposée après l'enquête, qui, associée aux preuves, val à Brad un procès pour meurtre. Là, vous vous demandez certainement que vient faire Hailey dans toute cette histoire. Les dés sont déjà joués pour l'accusé qui risque fort de passer la fin de sa vie en prison. Pourtant, je vous ai pas menti dans l'introduction, car en réalité, l'histoire va connaître un ultime rebondissement, et pas des moindres. C'est au cours du procès qu'il a lieu. Au mois de janvier 2007, la tête basse, Brad admet devant le juge avoir effectivement transporté le corps sans vie de sa femme dans le 4x4, ainsi que l'avoir caché quelques kilomètres plus loin, près du barrage. Il avoue aussi avoir tenté de faire accuser Brian, l'amant de Tammy. Mais, s'il a agi ainsi, c'est pour une très bonne raison, qu'il expose publiquement. Il espérait protéger sa fille. De quoi, me direz-vous? D'une accusation terrible, insurmontable pour une enfant de son âge. Un crime matricide. Les yeux embués de larmes, le menton tremblotant. Le père de famille dépassé par les événements se met ainsi à raconter comment il a trouvé sa fille, Hailey, 12 ans seulement, prostrée au-dessus du corps sans vie de sa mère dans la nuit. Elle tenait un grand couteau dans la main et venait de poignarder puis d'égorger Tammy. D'après Brad, Hailey a toujours eu des comportements un peu étranges. Toute petite, par exemple, elle se serait amusée à torturer ses peluches. Et ces derniers temps, elle était très en colère contre sa mère, qu'elle tenait pour responsable de l'échec de son mariage, et à qui elle en voulait d'avoir une liaison extra-conjugale. La nuit du meurtre, elle aurait agi dans un état de semi-conscience, poussée par une pulsion de rage incontrôlable. Et Tammy n'aurait pas réussi à repousser sa fille de 12 ans et 30 kilos tout mouillé. Soit. Brad aurait alors tout fait pour protéger sa chère Hailey qu'il aime tant, quitte à faire accuser quelqu'un d'autre à sa place. Complètement horrifiée, la famille de la victime, dont ses parents et ses sœurs, hurle au scandale et pointe furieusement leur ex-gendre du doigt, en lui intimant d'assumer ses responsabilités. Pendant ce temps, les avocats de Brad et ceux d'Hailey, forcés de se défendre devant la cour, se rejettent la balle. C'est une épreuve atroce pour la pauvre petite, qui n'est évidemment qu'une victime de la lâcheté inqualifiable de son père, sacrifié sans le moindre scrupule dans une ultime tentative de s'éviter la prison. On s'étonne d'ailleurs qu'il n'ait pas aussi tenté de faire accuser le chat de la famille. Il aurait d'ailleurs été sûrement un coupable plus crédible. Fort heureusement,
Aucun des jurés ne croit à cette histoire rocambolesque sortie tout droit du cerveau détraqué de l'accusé. D'ailleurs, il ne fait que s'enfoncer un peu plus aux yeux de l'opinion publique et du juge. Écœuré pour la petite Hailey, qui n'avait franchement pas besoin de cela après le meurtre de sa mère. Suite à ce procès assez fou, et qui aura marqué de nombreux esprits, Brad est reconnu coupable de meurtre avec préméditation et condamné à une peine de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Il est à l'heure actuelle toujours incarcéré au pénitencier d'État du Dakota du Sud, à Sioux Falls. Hailey, elle, a poursuivi avec courage son petit bout de chemin en se reconstruisant auprès de ses grands-parents maternels, où elle a plus tard entrepris des études de criminologie. Aujourd'hui mariée et ayant eu la joie d'accueillir son premier enfant, elle s'investit dans la lutte contre les violences conjugales en donnant des conférences et en agissant auprès d'associations en mémoire de sa propre mère. Voici pour cette affaire complètement folle. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « cocu » en commentaire. Merci d'être toujours présent sur les vidéos. Si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire et à liker la vidéo, ça m'aide énormément et c'est juste là. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.